Silex à l'île Tattoo 2015, donc en ce 24 octobre 2015. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Kimaris. Bonjour, merci à toi. Mais je t'en prie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton accoutrement, ton déguisement, on va dire, histoire de c'est sortir le soir et agresser les gens. Non, c'est une tenue d'inspiration steampunk, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire découvrir à l'île Tattoo 2015. Ouais. Et depuis 2012, en fait, on essaye. Je crois que ça passe pas très bien. Donc, du coup, on revient tous les ans pour leur dire. On revient tous les ans, d'accord. Ouais. Mais ça évolue sans cesse, en fait. Donc, le steampunk, c'est un genre de fiction à la base, un genre littéraire. Et puis, comme ça a une esthétique très précise, on jongle entre le 19e siècle, l'ère victorienne, et puis un peu tout le côté Jules Verne, machine à vapeur. Donc, ça donne une esthétique visuelle qui a beaucoup plu et qui, du coup, après être un livre, c'est devenu des costumes, des mangas, des bandes dessinées, des films. On peut citer Wild Wild West, on peut citer Sherlock Holmes. D'accord. Ce genre de référence. Donc on arrive dans la période de l'industrialisation. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. L'ère industrielle, à son apogée, avec le progrès des machines à vapeur, va créer cette technologie qui va permettre aux aventuriers steampunk d'avoir des espèces de jetpacks en laiton, des goggles pour regarder au travers du sable, ce genre de choses-là. D'accord. Et quelle est cette volonté de revenir donc chaque année? Qu'est-ce qui fait que ça fait depuis donc, 2012, ça fait 3 ans? Je pense que c'est en partie lié au fait que l'esthétique steampunk elle est proche des esthétiques victoriennes et donc gothiques et donc alternatives et un peu sombres. Et les organisateurs ont vu le lien dans le côté mode alternative, un peu sombre, tatouage. Du coup, il y a un petit lien qui se crée et puis petit à petit, on l'a proposé une année et les gens l'ont beaucoup apprécié. Et du coup, chaque année, on propose un défilé. Cette année avec Lucie, qui représente El Failly, son nom de scène. De créatrice. Ouais, de créatrice. Tu peux nous parler de El Failly, voilà. Donc moi, je suis El Failly, je suis costumière et garçonnière. Et moi, le steampunk, c'est un attrait. Tout d'abord, j'ai été attirée par le steampunk pour son côté littéraire. Également. C'est comme ça que j'ai connu et j'ai vraiment tiqué sur cette esthétique du 19e, donc tout ce qui est alternatif en fait, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que j'ai poursuivi dans le steam. Pourquoi le steam et pas le gothique? Je pense que c'est un attrait vraiment parce que j'aime beaucoup, je suis costumière, donc voilà, le 19e, il y a une esthétique qui est très, très poussée, très particulière. Et parce que dans le 19e, on retrouve aussi les auteurs de romance noire. Je crois que ça, c'est plus un côté personnel. C'est ce qui m'a le plus, c'est ce qui me plaît le plus. Donc voilà, je développe le style. Plus je connais science-fiction que fantastique. Donc. C'est de la fiction. C'est difficile. C'est difficile, mais ce qui est bien dans le steampunk, par contre, c'est que, un mot un peu barbare, il agrège les autres fictions. C'est-à-dire, dans l'île des Gentlemen Extraordinaires, il y a Dorian Gray, il y a Mina de Dracula, puis il y a Nemo de Jules Verne. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus. Ça permet, le steampunk permet de mélanger, quoi. Faire du cross-univers, de mélanger les trucs comme ça. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on revient chaque année aussi, parce que c'est un terme générique, mais en réalité, il a plusieurs ramifications, il touche à vraiment plein de domaines, et chaque année, à l'île Tattoo, on en présente des nouveaux. Voilà, l'an dernier, il y avait plus un côté oriental et guerrier. Là, voilà, cette année, c'est comme féerique. Et puis le premier, c'était vraiment aussi le premier défilé que tu avais fait aussi. Où il y avait des tenues un peu plus extravagantes, pirates de l'air, etc. Donc il y a plusieurs thèmes dans ce thème-là, ce qui permet de proposer des choses très variées. En fait, il y a des tenues qui vont passer, qu'on pourrait dire qu'elles sont gothiques. Il y a des tenues victoriennes du 19e siècle. Noires, oui, elles sont gothiques. Mais le steampunk, c'est la petite fantaisie en plus. D'accord, mais qu'est-ce qui va faire que l'amalgame ne puisse pas être fait justement en disant, tiens, moi je regarde, je vois de la fantaisie, je peux dire, c'est gothique. Ouais. Je pense que le steampunk, c'est tout d'abord une affaire, c'est très personnel. Ouais. La vision du steampunk, vu que c'est un mouvement alternatif de toute façon, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... C'est une communauté. C'est une communauté, mais il n'y a pas chacun écrit ses règles. Voilà, chacun choisit de dire, moi c'est ma vision du steampunk. Après, ce qu'on présente aussi, essayer de pas être trop éloigné, mais donner un univers cohérent. En fait, c'est de dire, vous allez voir ça, ça peut être steampunk, ça peut être gothique, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être juste médiéval fantastique, pour certaines tenues. Mais l'idée derrière aussi, et comme on le présentera, c'est de dire,
c'est un endroit où on peut permettre aux gens de créer leur histoire et d'assembler comme ça des morceaux de costumes et des morceaux d'histoire et des trucs modernes, des corsets par-dessus, les tatous, bah, tu vois, Lily Guns, ici qui est modèle, elle est tatouée. Et si on va au 19e siècle, on ne trouverait jamais une lady avec un gros tatouage sur l'épaule, quoi. Et c'est aussi l'idée de casser ce côté un peu ancien et l'amener au bout du jour. Et ça, steampunk le permet. Alors que les gothiques, il n'y a pas des gothiques du futur, par exemple. Ou sinon, c'est du cyberpunk ou d'autres mouvements. Cyberpunk. Exactement. Donc, et c'est très cloisonné. Alors que là, nous, c'est tout steampunk et là-dedans, on essaie de Donc là aujourd'hui, vous allez mettre en avant donc un aspect vestiaire. Ouais. On a parlé donc précédemment d'un aspect littéraire. On a parlé d'un aspect cinématographique. Moi, ce qui me passionne, c'est la musique. Alors, est-ce qu'il y a une musique steampunk? Oui. Ah, ça c'est un bon débat parce que d'ailleurs, il y en a une. Enfin, il y en a une et justement ce soir, il y a une des musiques qui passe qui est composée par Spikey, qui est un artiste compositeur steampunk, du coup, qui fait du rock orchestral avec des vieilles bobines du transistor et il enregistre ces sons-là. Ils sont très anciens, d'anciennes machines et tout, pour créer une musique qui elle fait plus d'ambiance, mais qui est pour lui steampunk et donc du coup qui est de ce type-là. Il y a beaucoup d'artistes qui s'en revendiquent. Ça peut être du show de scène avec l'esthétique uniquement. Après tu retrouves du rock, des trucs un peu plus avec de la percu. Mais il y a un ensemble d'artistes qui se revendiquent musiciens steampunk. On en a quelques-uns en France. Est-ce qu'ils sont reconnus? Puisque c'est justement un peu ce que font les gothiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont se revendiquer gothique, musique gothique, mais qui vont être exécrés par la communauté. Et des artistes qui eux-mêmes se refusent d'être catalogués gothiques et qui sont acceptés, acclamés. Par exemple, je vais prendre un exemple tout le monde dans le domaine de la littérature, Baudelaire. Je pense que Baudelaire, c'est le meilleur gardien de glace en étant plus gothique. Mais c'est parce que c'est un état d'esprit. C'est parce que c'est un état d'esprit, en fait. Là, depuis le début, on parle du genre littéraire, du genre esthétique. On cherche des catégories précises auxquelles on peut rattacher le steampunk. En réalité, c'est un état d'esprit. Donc c'est pour ça que des gens qui vont pas forcément se vouloir steampunk, finalement, vont peut-être être rattachés ou être acceptés. Et d'autres qui, à l'inverse, vont présenter tous les codes, même si on a dit qu'il n'y en avait pas, il y a quand même des signes, voilà, qui nous font penser clairement au steampunk. Donc ils vont essayer d'afficher ces signes parce qu'ils veulent se rattacher à justement cette communauté, alors qu'en fait ils n'en ont pas du tout l'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on peut pas le voir à l'œil nu. C'est comme tout à l'heure, on a évoqué qu'est-ce qui différencie le gothique du steampunk. Mais c'est l'état d'esprit, mais ça, de vision, on peut pas le voir. Sans vouloir vexer donc les personnes qui vont regarder, on va partir du postulat que les gothiques acceptent la fatalité de la mort pour pouvoir apprécier la vie. Quel est l'état d'esprit du steampunk? Il y a beaucoup de choses dans le steampunk et notamment une, c'est l'art de vivre à l'ancienne. Donc c'est un mouvement qui est lent, qui ridiculise le progrès parce qu'il serait allé trop vite pour faire des machines loufoques. Mais il est là pour parler de l'esthétique, de certains codes moraux du 19e, pas tous parce que attention, mais l'art de bien vivre, l'art de se laisser vivre, l'art de profiter des choses élégantes, le temps, la beauté. C'est des registres qui passent en revue au 19e, dans les courants poétiques ou même juste dans l'art de vivre, de s'habiller. On faisait beaucoup plus attention. Et donc le steampunk, c'est une approche, on va dire, élégante de la vie moderne au goût du passé. D'accord, mais dans ton quotidien, ou dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous rattache à cet univers-là? Moi, ce sera pas... J'imagine que vous utilisez un frigo, un four. Ouais, mais on peut tout ça. Enfin, moi, je sais que je m'amuse à faire par exemple la cuisine steampunk. C'est assez intéressant de réadapter ces vieilles recettes qu'on a retrouvées. Enfin, il y a pas mal de choses en cuisine steampunk, par exemple. Après, moi, pas aujourd'hui, mais aussi dans mon vestiaire quotidien, généralement, je suis plus dans un côté où je prends le temps de m'habiller, je prends le temps de porter des vêtements qui ne sont pas forcément pratiques, mais qui donnent une esthétique et un maintien et une façon de vivre particulière. D'accord. Moi c'est pareil, je porte souvent des gilets en velours côtelé, c'est un habit de prolétaire, mais maintenant quand les gens te voient dans la rue, pour eux ça a l'air tout de suite un truc un peu classe parce que t'as mis un gilet, c'est un truc de mariage. Donc il y a des objets comme ça du passé qui aujourd'hui ont une autre symbolique et tu peux les porter, donc il y a ça. Et je suis un petit peu fou aussi des mécanismes, donc là je l'ai pas parce qu'elle a le costume, mais j'ai une montre avec tous les mécanismes apparents et j'aime bien ce côté rouage, machine, et ça ressort par teinte dans la vie de tous les jours.
où tu dis bah tiens j'aime bien ce look-là, bon, dans une convention ou dans une soirée ou dans une présentation de mode de ce courant-là, tu vas peut-être pas, tu peux te permettre de le faire, mais dans la vie de tous les jours pas autant. Et moi c'est ce que j'essaie de faire le pas autant dans la vie de tous les jours, mettre le petit chapeau ou mettre ou de fumer la pipe ou parce qu'il y a des esthétiques qui sont un peu clichés, mais qui gardent un peu leur côté fantaisiste et puis un peu récréatif comme ça de partager. Comme pour le romantisme, une cœur de lune, Exactement. Et alors en ce qui me concerne, malheureusement je ne peux pas porter tous les jours des tenues élégantes ou du moins qui pourraient répondre voilà à ce qu'on vient de définir du steampunk parce que mon travail ne me le permet pas. En tout cas, de toute façon, pour moi, ce n'est pas vraiment les vestimentaires que mon intérêt se ressent. Ça va être plus d'une part dans mes lectures, voilà, pour me plonger dans cet univers. Si je ne peux pas l'avoir au quotidien, je vais essayer de le rechercher. Ou même en participant à des événements ou à des soirées entre amis, voilà, on boit le thé et comme si on était dans un salon littéraire. Et sinon, c'est dans les bijoux. Voilà, j'adore aller rechercher des vieux bijoux anciens, voir voilà chiner, voir un peu leur histoire, les mettre dans des coffrets anciens. Voilà, c'est pas dans un point de ma vie de tous les jours, c'est vraiment dans ce domaine précis. Et c'est vraiment là que je pourrais dire je retrouve mon intérêt pour le steampunk. D'accord. Est-ce que le steampunk aujourd'hui a gardé ses lettres de noblesse, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui vous êtes tous dans le do-it-yourself, ou alors est-ce que pour les gothiques on peut entrer dans une boutique et acheter la panoplie, ressortir et se prétendre d'une mouvance? Oui et non. Il y a des boutiques. Il y a des boutiques qui peuvent te permettre de vendre la tenue du parfait steampunker. Voilà. Mais je pense que ce sera pas très accepté là. Non, ouais. Moi, si je peux me permettre, je fais l'amalgame avec les nobles d'avant, qui avaient les nobles d'épée et ceux qui achetaient leurs titres. Je pense que c'est un petit peu pareil aujourd'hui. Voilà. Il y en a, c'est le do-it-yourself, c'est les puristes. Il y en a qui achètent leurs titres. Alors après, peut-être que par la suite, ils pourront eux-mêmes faire l'effort de faire leur do-it-yourself. Perso, voilà, moi j'ai fait ma première tenue steampunk 3 ans passés, avant d'en porter d'autres de créateurs, et pourtant de pouvoir me sentir acceptée et appartenir à cette communauté. Et j'avais rien fait mes 10 doigts, donc voilà. On n'est pas encore allé chez Cathy et aller acheter la panoplie du steampunk comme on pouvait faire pour le petit kawaii. Ça commence à venir, ça commence à se faire. Ça commence à se faire. On commence à trouver des costumes dans les pour Halloween et tout ça, les lunettes bien rondes, la moustache que tu colles, le petit melon en feutre. Mais ouais, on commence à retrouver ça. Mais le do it yourself, c'est une valeur qui est très présente, mais c'est pas le moteur du steampunk, parce que il y a une espèce de contrat informel entre tous les gens qui font du steampunk, c'est que c'est à eux-mêmes de trouver le truc qui les intéresse et de le faire. Voilà, donc c'est libre. Si on commence à dire non, si tu fais pas du do it yourself, tu vas partir. Mais il y a pas cette approche-là. Il y a plutôt tiens, tu fais ça pourquoi toi? Ah ouais, d'accord, moi je fais plutôt pour ça. Après, bon, bien sûr, on est dans un monde composé d'humains, donc on n'a pas atteint un état d'éveil spirituel suffisant pour accepter tout son prochain. Mais il y a des choses qui sont bien sûr plus plébiscitées. On avait fait comme ça sur un forum d'une communauté de French Steampunk, et steampunk.fr, on avait posé la question, pour vous c'est quoi qui symbolise le steampunk? On avait eu pas mal d'artistes, des mouvements picturaux, on avait eu les goggles sur le chapeau. On a eu des filles rousses, c'est steampunk, une rousse, steampunk. Le marron et le noir rayé. Le marron noir rayé, par exemple. Il y a plein, et on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont esthétiques, et des trucs qui sont littéraires, des trucs qui sont plus artistiques, de la peinture. L'orientalisme au 19e, par exemple, moi c'est dans mon steampunk, pour moi c'est on était à l'étranger. Mais dans ce cas-là, on part sur du pillage. Non, on parle sur du colonialisme, oui, effectivement, mais il y a d'autres choses quand même, parce que nous, on voit le bon côté des choses. Je pense que c'est ça. C'est que quand tu es dans une période moderne, tu peux voir ce qui a été fait au 19e, mais le interpréter d'une manière un peu plus positive. Donc, la découverte de l'Orient au 19e, par les Baudelaire, les paradis artificiels, et toute cette littérature-là, et les Delacroix qui ont fait des tableaux magnifiques, les ramènent, et il y a une fascination pour les pays comme ça. Ça, c'est 19e pour moi. Et du coup, je le mets dans le steampunk. Du coup, c'est ça qui m'intéresse dans le steampunk, etc. C'est pas du pillage, on revisite, on essaie de revoir les choses de nos jours avec une vision différente. Ouais. C'est une relecture. Mais le fait de dire, tel artiste qui est sorti au 18e, 19e, il a fait ça, je vais prendre Jules Verne, voilà. Et de dire, ça, c'est steampunk, je sais pas qui vous l'avez dit, attention, je suis pas là mais de dire, voilà, comme je dirais, Baudelaire c'est gothique, Jules Verne c'est steampunk.
J'appellerais ça mon niveau peut-être du pillage. On appellerait ça de l'amalgame, un raccourci rapide, quoi. Ouais, Oui. c'est plutôt ça. Mais les gens, si je le fais aujourd'hui volontairement, c'est pour en discuter. ouais, mais les gens, ce qui est surprenant, ont plutôt tendance à dire, avec le temps, parce qu'à bout d'un moment, à force d'en parler, on se rend très vite compte que ce débat, c'est un débat d'opinion et on tombe pas d'accord. Donc, moi, je préfère les épinards. Si, tu devrais m'aimer. Donc, du coup, ça, c'est un peu cette tête-là, les débats. Et du coup, c'est plutôt de se dire, moi, je le mettrais bien ça dans le steampunk. Et lui, bah ouais, si tu veux, y a pas de souci. Mais moi, je mettrais plutôt ça. Et du coup, ça tombe plutôt dans ces formulations, plutôt que de dire, ça c'est clairement steampunk, vous en demeurerez pas, tout le monde doit être d'accord. Non, ça se voit rarement, quoi. D'accord. Mais, il y a pas de code. Ouais, non, puis les gens font référence à Jules Verne comme ils font référence à autre chose parce qu'ils ont besoin, c'est tellement difficile à définir. Oui. En somme, ils ont besoin d'avoir une image à laquelle se rattacher, une référence. Bon, bah, ça, c'est ce qui colle le plus, c'est ce que la majorité, l'opinion majoritaire pense. Et c'est pour ça, c'est pas pour autant dire qu'effectivement, ça va être steampunk. Mais ils ont besoin de se rattacher à quelque chose et c'est vers ça que ça converge. de toute façon, dans toutes les communautés, il faut qu'il y ait des codes un peu identitaires. Des bases. Des bases, voilà. Et donc, dans ces bases-là, oui, on peut clairement mettre Jules Verne, mais peut-être que d'ici 5 ans, on se rendra compte qu'il avait écrit un testament secret, il disait surtout je ne serai jamais steampunk. Et du coup, on dirait, bah ouais, du coup, on peut plus dire que c'est steampunk maintenant, il a dit qu'il voulait pas l'être. Alors, si si la mode, entre guillemets, gothique est sortie dans les années 70, à quand peut-on reléguer, donc, les dates de création pour l'univers steampunk? Enfin, 70, pour les je gothiques, pense hein, que ça fait moins les punks, mais, 90, 2000. Ouais, 90 000. et qu'est-ce qui fait que ça n'émerge au grand public que maintenant? Ça a été, il y a quelqu'un qui a porté beaucoup la couture steampunk, qui s'appelle d'ailleurs steampunkcouture.com, qui est une égérie du steampunk, on peut dire, qui s'appelle Kato, qui est une modèle alternative et qui est américaine et qui, elle, à cette période, était super prolifique là-dessus. Ouais. Parce que Tim Brooks et les autres auteurs, eux, c'était plutôt dans les années, je crois, c'est 30 ou 40, qui ont dit, on a écrit ça, ouais, on va dire que c'est steampunk, et ils rigolaient, parce qu'en fait, eux, ils connaissaient la littérature cyberpunk, et ils ont dit, ouais, mais c'est comme, il y a de la dystopie, tu vois, il y a un côté, genre, Londres, il y a Big Brother, ils ont nous, mais, sauf que c'est le 19e, et il y a des machines à vapeur. Donc, ils ont dit, ça sera steampunk, en référence à cyberpunk, et on vend cyber pour mettre le steam. Et donc, du coup, ça existe depuis vachement longtemps, mais sauf que, le temps que ça mûrisse, que ça se transforme, je pense, il a fallu tout ce temps-là pour dire, allez, on va faire des costumes steampunk. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait entrer dans cet univers? Le Vous êtes hasard. réveillé un matin en disant aujourd'hui, Le révélation. fruit du hasard. J'ai commencé à aimer sans savoir que c'était le steampunk en réalité. C'était voilà, des tenues que je trouvais sympas, les livres de Jules Verne ou le film de 20 minutes sous les mers que j'avais adoré. Et en fait, voilà, un jour j'ai rencontré une modèle qui portait une tenue magnifique, qui de là m'a invité à un événement steampunk où il y avait un défilé, où j'ai pu effectivement rencontrer d'autres personnes qui partageaient cette passion, échanger des points de vue, en apprendre un peu plus puisque je n'avais qu'un aperçu. Et vraiment ça a été voilà le fruit du hasard, voir qu'en fait j'avais déjà ces intérêts sans savoir que ça portait peut-être ce nom-là, le steampunk. Oui, moi c'est de la couture, tout simplement. Quand j'étais jeune, je cousais énormément et un jour j'ai publié une de mes robes qui va d'ailleurs défiler ce soir sur internet et quelqu'un m'a dit oh là là mais c'est vraiment steampunk. Je lui dis c'est vraiment si tu le dis c'est quoi ça, et du coup je suis allée voir sur internet, j'ai rencontré les forums et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient du steampunk pas loin de chez moi, que je me suis intéressée et je me suis dit ah oui c'est vrai que c'est la plupart de cette communauté, je retrouve des intérêts que j'ai propres. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis inscrite dans la communauté steampunk. D'accord, et dans ton cas? Et moi, je jouais à un jeu vidéo et je me rappelle plus le titre depuis tout à l'heure, je me creuse les ménages pour retrouver. C'était sur la PlayStation 1. Ouais, quelle année? C'est 97, entre 97 et 2000. Prince of Persia? Non, ça fait l'histoire. Tu parles oui, j'imagine c'est un chasseur. Je sais pas si c'est Fable. Non, Fable c'est Xbox. Ouais, c'est Xbox. Mais j'ai joué sur PC en fait. Ou sur PS1, je me souviens plus très bien, mais en tout cas de toute façon, il y avait un personnage et qui à un moment sort une espèce de tromblon comme ça pour attaquer
pour attaquer dans une cinématique, il sort un trombone comme ça et il recharge une espèce de gun tout en cuir avec des lunettes et tout ça. Et puis il tire. C'est pas Grandia. Il y a pas un côté Far West. Ouais, si. Wild Arms. Ouais, Wild Arms. Wild Arms sur PS1, effectivement. Et il tire comme ça. Et là, il y avait ce flingue et il était magnifique. Je me dis, ça c'est du vrai gun, quoi. Là, les mecs avec les Desert Eagle, tout ça. C'est rien. Là, il faut du tromblon. Un truc magnifique, quoi. Et je dis, c'est quoi ce truc et tout. Et je tape pistolet laiton, brass gun, etc. Et je tombe sur des photos de flingues. Et ça a toujours été ma lubie de me construire un immense gun steampunk. Mais j'ai jamais fait. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est un truc de malade, quoi. Les mecs, ils ont des loupes dans les yeux, et ils tirent des... Et je suis arrivé par le jeu vidéo par hasard, au détour d'une cinématique, ça m'a hanté. Et après, je me dis, mais il y a d'autres trucs, et là, fil en aiguille, j'ai tout recomposé. Donc l'univers du jeu vidéo traduit aussi une mouvance dans le steampunk. Ouais. À travers quel genre de titre? En jeu vidéo, il y a Fable, il y a les derniers Fables dans lesquels il y a de la technologie un peu 19e, un peu bizarre. Journée ou Fable 3? The Journée, ouais. Il y a aussi, Dishonored aussi qui est sur aussi. Ouais, qui se passe à Londres avec plein de trucs avec des mécanismes. Et il y a même Assassin's Creed, c'est ce que j'allais dire. Il y a Assassin's Creed qui se passe à Florence, il y a des machines et de la technologie. Attends, on trouve plutôt sur le nord de Vinci. Oui. Ouais, mais en fait, c'est ce qui est un peu drôle, c'est que le steampunk, je sais qu'il y a... c'est un mouvement qui est énormément touché plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être steampunk. Oui. Moi, j'ai déjà vu des robes Renaissance steampunk. 18e steampunk, alors qu'en fait... Ouais. Du médiéval steampunk. Du médiéval, en fait, du Harry Potter steampunk, enfin, on peut vraiment... On prend les codes esthétiques du 19e, mais il y a des univers, comme Wild Arms, qui ne sont pas la Terre. Ouais. Là, donner une date finale, ouais, ok. C'est juste dire on s'inspirait du 19e, mais après on s'inspire d'autres trucs. C'est pour tabler, en fait, c'est pour que les gens se fixent sur quelque chose. Je pense que... Ouais, ce qui ressort au final quand même dans le steampunk, c'est le côté rétro-futur. En fait. C'est une notion qui est super centrale, c'est comment est-ce que les gens du passé avaient vu leur futur au travers d'une technologie bizarroïde. Parce qu'après, il y a des gens qui sont en tenue médiévale, puis je suis sûr qu'en 1800, ils portaient encore des tenues qui avaient existé en 1700, ils vont pas dire, les mecs, là, c'est pas plus, on va tout, on c'est d'actualité, puisqu'on parle de retour futur. Là, on est en octobre. 2015. Eh oui, la partie n'est pas arrivée. Eh non. Donc, est-ce que retour futur est steampunk, du coup? Il y a une grosse polémique là-dessus. Dans l'esthétique visuelle, pas, mais dans le concept de jouer avec le temps, oui. Ouais, c'est exactement ça. Le côté, parce que l'overboard, là, on l'a pas. En 2015, ils ont des overboards qui flottent, là, il en a un rose, il le jette, mais ça, on l'a pas. On n'a pas les voitures volantes. Mais ça, c'est steampunk dans le sens où c'est comment est-ce que les gens du passé se projetaient dans... Parce que là, on peut le vivre, nous, aujourd'hui, on a rattrapé le temps de ce film qui est sorti il y a quand même 30 ans maintenant. Est-ce que ça reste de la science-fiction? Alors d'aujourd'hui? Ouais. Et c'est ce genre de questionnements-là qui sont centraux dans le steampunk, c'est la question du temps. C'est, il y a du coup un autre domaine qu'on n'a pas parlé, qui est rattaché au steampunk. Quelqu'un qui est en sociologie, qui fait partie de la communauté, qui a écrit un mémoire sur le questionnement du temps dans les œuvres de fiction, et notamment le steampunk. Comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on essaie de jouer nous humains avec le temps pour essayer de prédire ce qui va arriver ou pas. Par exemple, là, la plupart des films futuristes qui sortent maintenant montrent un monde désolé. Alors qu'il y a 20 ans, elle montrait un monde... Oui. Alors que maintenant, les fictions qui se projettent dans l'avenir, qui étaient sorties il y a 20-30 ans, eux dépeignaient un futur parfait. Voilà, on a la technologie de partout, etc. Donc cette question du temps dans tous les genres et sous-genres de fantasy ou de fiction, elle permet aussi d'essayer de savoir comment se projettent les gens et dans leur futur. Et donc le steampunk, lui, il garde un côté assez utopique quand même, parce que pour lui, on garde les bonnes manières, on garde un peu l'élégance, la classe, on garde un peu la fantaisie. Mais c'est pas grave, les femmes sont libérées, c'est pas comme au 19e siècle. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres codes vestimentaires. Les étrangers sont mieux accueillis, il y a un retour du colonialisme qui du coup fait la part belle à l'orientalisme, aux médecins chinois, etc. Donc du coup, c'est un monde un peu... c'est comme si au 19e siècle, ils avaient eu une mentalité ultra moderne, et que contrairement à aujourd'hui, ils auraient assumé. On est moderne, progrès, les humains c'est les mêmes, les femmes c'est l'égal des hommes, donc elles peuvent s'habiller comme elles veulent, le corps c'est par-dessus la robe, y a pas de souci. Vas-y Billy.
Et Mad Max, ça va? Mad Max, steampunk. Il y a le petit côté vapeur, il y a le petit côté création, mais par contre, on est dans du post-apocalyptique. On est dans du post-apo, c'est ça qui différencie, c'est que... Mais il y a des univers post-apo steampunk. Et notamment un jeu vidéo, jeu de rôle qui s'appelle Dark Earth, qui est un vieux jeu PC, qui lui utilise le steampunk et le post-apo. Donc ils ont mélangé. Et ça gêne personne, et ça donne un truc qui a un rendu assez... Donc on essaie de se poser des questions pour répartir dans des catégories, mais au final on se dit que... Il n'y a pas de catégorie. Il y en a plusieurs, on essaie de... Nous on a recréé des catégories à notre époque, alors que les œuvres ne sont pas de cette époque des fois, et donc du coup, on a besoin, je pense que tout un chacun a besoin pour comprendre, de remettre dans son contexte, de l'actualiser. Ouais. Et donc ça change. Le steampunk d'il y a 20 ans, ou d'il y a 5-6 ans quand j'avais commencé à regarder, c'est plus le même que maintenant. Etc. Donc même lui-même il bouge quoi. Alors en quoi ça évolue? Les gens se l'approprient déjà. Ouais. C'est pas des gens qui vont pour aller rentrer dans le steampunk et appartenir à cette communauté, ils vont aussi apporter leurs pattes et nous-mêmes on va dire ah bah effectivement là il y a une évolution des aspects qui étaient peut-être un peu moins traités avant parce qu'on restait sur le cliché. Maintenant on va beaucoup plus les développer et une chose en une autre on va essayer de chercher comme le côté orientalisme. Le côté orientalisme steampunk, il a vraiment proliféré ces dernières années, alors qu'avant, il constituait juste une petite partie infime. Donc, voilà, il est évolutif parce que tout simplement, c'est ce qui le définit au final aussi. C'est l'évolution, c'est la vision du temps, et il n'est pas figé, ce n'est pas on rentre dans un moule, c'est on crée le moule au fur et à mesure. Le do-it-yourself qui revient encore une fois. Même le mouvement lui-même se construit au fur et à mesure que les gens y viennent, ils partent. Comme elle disait, les mouvements c'est un peu comme l'orientalisme, il y a aussi d'autres influences qui sont venues par à coup et par grosses vagues, comme le Far West. Là on a de plus en plus de personnages un peu asiatiques. Et on commence déjà à le sortir du bloc victorien, parce que le bloc victorien c'est l'Angleterre du Victoria, c'est la France. Puis cette vieille Europe décadente, tout en haute forme, etc. Puis là, allez, qu'est-ce qu'on peut faire? On a découvert d'autres trucs, d'autres pays, d'autres cultures. Qu'est-ce qu'ils faisaient au 19e siècle? Ils existaient quand même. Peut-être s'ils avaient eu la technologie, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Tac, 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 tac. Et puis il y a des gens qui comme on se pose tout le temps des questions, des nouvelles choses arrivent.